Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel entretien de Dimanche C'est politique. Nous allons parler de social, de salaire, des conditions de vie de travail des travailleurs, excusez la tautologie, de la gouvernance sociale du gouvernement. Et nous allons essayer de brasser, en tout cas, quelques sujets d'actualité. Et ce sera en compagnie d'Anselme Moussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Anselme Moussou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de nous avoir rejoints ce matin. C'est un plaisir. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que vous venez fraîchement d'être réélu à la tête de la Confédération. Qu'est-ce que ça fait pour un mandat de plus? Oui, un second mandat, c'est vrai. Nous avons tenu notre 7e congrès le 17 décembre dernier et les camarades ont fait confiance à nouveau à cette équipe-là qui a géré les affaires pendant 5 ans. Donc voilà, nous avons un nouveau mandat de défi, un nouveau mandat un peu dans la continuité de ce que nous avons entamé en 2017, qui est une sorte de réforme à l'interne du fonctionnement de notre confédération, pour faire en sorte que, disons, les camarades reprennent confiance dans le syndicat et comprennent que on a beau dire que le syndicalisme est en difficulté au Bénin, nous avons quand même besoin de faire les efforts qu'il faut pour que nous ne sombrions pas totalement. Donc voilà, c'est un peu ça le nouveau projet que nous avons proposé à nos camarades et pour lequel ils nous ont donné quitus pour continuer donc d'être dans ce syndicalisme de terrain, un syndicalisme de proximité avec les travailleurs, un syndicalisme de dialogue, de discussion, un syndicalisme qui est conscient de ses faiblesses et qui fait les efforts qu'il faut pour les gommer afin d'être dans un dialogue avec de la qualité, afin d'apparaître aux yeux de l'opinion publique, aux yeux des travailleurs, mais également aux yeux de l'employeur et du gouvernement comme des partenaires, disons, capables de discuter, capables d'avoir des propositions alternatives pertinentes sur les différentes thématiques du monde du travail aujourd'hui. Voilà, le projet il est énorme, il est épanouissant, c'est très motivateur, très motivant pour nous. Et voilà, c'est parti donc pour un nouveau mandat de 5 ans. 5 ans. Juste une question sous forme de boutade. Est-ce que la limitation de mandat prévue chez vous? Non, ce n'est pas prévu à la CSA Bénin. Disons, tant que vous êtes travailleur, que vous remplissez les conditions pour être candidat, et si les camarades vous font confiance, vous y allez. Mais rassurez-vous, je suis le 5e secrétaire général de la CSA Bénin. Vous comprenez très bien que ce qui a été construit par nos aînés, ce qui a été mis en place comme dispositif de contrôle, fait que personne n'a vraiment envie de se mettre à dos cette machine qui est une machine démocratique que nous essayons donc d'entretenir au quotidien. Donc il n'y a pas de souci pour les gens qui souhaiteraient, qui auraient la volonté donc de s'éterniser à un poste auquel ils n'ont pas droit. Oui, c'était juste une boutade. On va passer à l'essentiel de ce qui nous réunit ce matin. Je piaffe de poser la question parce que c'est la question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Le gouvernement a annoncé il y a quelques jours la revalorisation du salaire des travailleurs, entre autres annonces. Déjà pour un syndicaliste, qu'est-ce que ça évoque en vous tout de suite? Deux choses. La première, c'est que je ne peux qu'être satisfait d'une telle annonce, même si elle n'est pas encore concrète, on ne sait pas encore vraiment quel est le contenu, mais je suis satisfait parce que ça fait quand même 6 ans maintenant que nous demandons au gouvernement et à son chef donc, de regarder du côté du pouvoir d'achat des citoyens, donc des travailleurs. Nous avons toujours demandé qu'il y ait une augmentation et depuis 6 ans, à chaque fois que nous avons pu rencontrer le chef de l'État, la réponse qui nous avait été servie, c'est « Attendez, quand les clignotants seront ouverts, je le ferai avec beaucoup de plaisir parce que je sais très bien que les salaires ne sont pas ce qu'ils devraient être au Bénin et nous avons l'intention de faire les efforts qu'il faut. » Donc, que le chef de l'État lui-même, par son gouvernement, annonce qu'il a maintenant l'intention de valoriser les salaires, c'est tant mieux pour les syndicalistes que je suis. C'est une revendication qui, semble-t-il, va se satisfaire très bientôt. J'ai dit que j'ai 2 réactions. La deuxième réaction, c'est que cette annonce du gouvernement a été suivie d'une deuxième annonce à laquelle on ne fait pas très attention, qui est que
Le gouvernement prend l'engagement, annonce également qu'il va discuter avec les partenaires sociaux, oui, effectivement, pour des modalités. Les modalités. Et je crois que ça également, c'est une belle victoire, en tout cas pour le type de syndicalisme que moi j'ai toujours voulu exercer. C'est-à-dire que un employeur, un gouvernement, des partenaires sociaux doivent comprendre que le dialogue social est un outil de gouvernance. Et donc, pour une fois que le gouvernement lui-même spontanément n'escamote pas cette étape dans la discussion, dans la mise en œuvre d'une décision, dans la satisfaction d'une revendication, je dis bravo, bravo, et j'espère que ça va vraiment se faire. Et du coup, ça met un peu la pression sur nous, syndicalistes, pour que nous puissions préparer cette rencontre comme une rencontre technique, pas une rencontre, disons, où nous venons faire le syndicalisme, mais une rencontre où nous savons de quoi nous parlons, où nous avons les chiffres à opposer aux chiffres du gouvernement, où nous avons des propositions à faire au gouvernement, parce que quand on parle d'augmentation du salaire, de valorisation du salaire, il y a plusieurs scénarios. Nous devons donc réfléchir à tous les scénarios possibles avec les techniciens qui peuvent nous accompagner, avec les gens, les personnes aux ressources que nous pouvons solliciter pour pouvoir aller à cette négociation-là avec un peu plus de qualité que d'habitude et ne pas nous laisser fourvoyer parce qu'on peut annoncer une augmentation de salaire, on peut annoncer une petite bonne nouvelle et finalement que ça se révèle totalement dérisoire au regard des besoins et des attentes parce qu'un espoir a été créé par cette annonce. Et le gouvernement, vous avez remarqué, communique abondamment, je n'ose pas dire abusivement, sur l'annonce. Non, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Et donc, disons que c'est même une très bonne chose quand un gouvernement communique aussi abondamment sur une telle annonce, c'est qu'il ne se donne plus la possibilité de reculer. Donc nous sommes conscients qu'il doit pouvoir avancer et faire en sorte que cet espoir-là ne soit pas déçu par, disons, la quantité de valorisation, pour parler ainsi. Là, on est déjà, là c'est un coup de pression que vous leur mettez. Et vous avez dit quelque chose d'important et ça je voudrais revenir là-dessus. Est-ce que pour le coup, on peut dire aujourd'hui que le dialogue social est beaucoup plus apaisé, plus responsable qu'avant? Ça c'est important. On a l'impression quand même depuis ces dernières années qu'il y a moins de friture sur la ligne. On peut avoir des points de vue divergents, mais on constate quand même que de façon plus ou moins régulière, qu'il y a quand même des discussions. Dernièrement à la rentrée avec le ministre d'État Abdoulaye Biachane, je pense 2 fois, ou si mes souvenirs sont bons. Est-ce qu'on peut dire quand même que il y a en tout cas, il y a un lien de confiance, je ne dirais pas de connivence avec le gouvernement, mais un lien de confiance qui permet quand même de faire avancer les revendications des travailleurs. Oui, je voudrais juste faire un petit commentaire sur le mot connivence pour dire que pour moi, elle n'est même pas péjorative, le mot connivence. Oui, parce que souvent, des accusations viennent de vos propres rangs. Voilà. Nous devons transcender cela, nous devons aller au-delà et comprendre que même la connivence entre responsables syndicaux et employeurs peut être bénéfique. Tout dépend de ce que vous mettez dedans, de comment vous l'utilisez, au mieux donc des intérêts des travailleurs qui vous ont fait confiance. Donc même la connivence, de pouvoir, disons, si j'ai la possibilité moi de taper sur l'épaule du ministre ABT, vous comprenez très bien ce que ça peut apporter pour moi en termes donc de possibilités, d'opportunités pour les travailleurs qui me font confiance. Donc voilà, la connivence ne doit pas toujours être regardée comme une mauvaise chose. Il faut qu'on sorte de là. Mais je reviens à votre question sur la qualité du dialogue social aujourd'hui, des rapports que nous avons avec le gouvernement pour dire que j'ai observé qu'il y a 2 courants, il y a 2 vitesses dans le dialogue social. Et lorsque et ça c'est l'ensemble des confédérations aujourd'hui, quand vous demandez à rencontrer un ministre, à rencontrer le ministre Abdoulaye Biachane, le ministre du Travail, de la fonction publique, le ministre de la Santé, n'importe quel ministre du gouvernement, quand vous demandez une audience, vous avez rapidement une réponse. Ça au moins c'est à l'heure actif, il faut le reconnaître. Et certaines confédérations, dont la mienne, ont beaucoup utilisé ce chemin-là pour essayer donc de régler des problèmes pour des travailleurs qui sont en difficulté. C'est la même chose que nous utilisons quand il s'agit des employeurs. Une entreprise où nos affiliés ont des problèmes, quand nous demandons à rencontrer, il est souvent arrivé, il est même très souvent arrivé que nous réglions des problèmes de cette manière-là.
c'est sans caméra, c'est sans micro, comme on le dit, c'est sans tambour ni trompette. Ouais. Et ça se règle. Quand vous regardez du point de vue de ce fauteuil-là, le dialogue social vous dit, oui, il y a de l'amélioration, ça va mieux, parce qu'on se parle, parce qu'on essaie de trouver des solutions à de petits problèmes, entre griffes. Et maintenant, je parle du dialogue, disons, institutionnalisé, où nous avons ce que j'appelle le folklore de l'infosec, où là, on n'a pas vraiment avancé, on n'a pas vraiment senti le changement pour ce que nous souhaitons. C'est-à-dire que ces différents creusets doivent aider à anticiper sur le dialogue, à anticiper sur les crises, à éviter les crises et à les traiter quand elles surviennent. De ce point de vue-là, on a un problème qui est demeuré le même depuis plusieurs années. Vous avez, disons, des partenaires au dialogue, des acteurs du dialogue social, qui malheureusement, à qui on délègue un pouvoir sans forcément déléguer l'autorité qui accompagne ce pouvoir. Le pouvoir de décision n'est pas là. Donc si vous devez discuter 1 jour, 2 jours, 3 jours avec quelqu'un qui finit par vous dire « je rendrai compte à telle ou telle personne », vous savez qu'il y a un blocage. Parce que assez souvent, vous n'avez pas le retour qu'il faut. Donc, on perd du temps. Et le jeu des acteurs du dialogue social que nous sommes, et quand je dis les acteurs, je nous regarde, nous également syndicalistes, je regarde le gouvernement et les employeurs, vous sentez que nous sommes un peu trop souvent dans une sorte de représentation théâtrale, où il y a un rôle à jouer. Je suis dans le rôle du syndicaliste, du meilleur général, qui défend le mieux les travailleurs, qui ne fait jamais de concessions, qui est toujours pur et dur, parce que justement il y a les caméras. Je veux montrer quelque chose à mes militants. Et ça fausse complètement le jeu du dialogue social. Le gouvernement, ses représentants ne veulent pas non plus apparaître comme des gens qui cèdent facilement, si bien que finalement on fait du surplace. Aujourd'hui, il y a une sorte de lueur d'espoir qui apparaît à travers donc, la réforme de notre grande commission de négociation du gouvernement central, qui voit maintenant l'arrivée du côté employeur. Désormais, nous sommes dans un creuset qui est tripartite, et qui a une mission un peu plus large, parce qu'elle a consommé, elle a, comment on dit ça, avalé d'autres structures qui ont disparu par ailleurs. Et donc, du coup, nous avons un rôle qui peut être un rôle déterminant dans la fluidité du dialogue social si le nouveau creuset fonctionne de façon optimale. Et ça nous demande à nous tous, autant que nous sommes, des efforts qu'il faut faire, des efforts dans le b.a.-ba du dialogue social, pour que chacun de nous comprenne que le dialogue social, c'est une échelle où chacun avance des deux bouts de l'échelle, chacun avance pour qu'on se retrouve au milieu dans le consensus qui permet donc à l'État de continuer de fonctionner, d'offrir le service public attendu, et également aux travailleurs de pouvoir se sentir considérés, disons, pleinement citoyens de la République. Donc voilà ce que je peux répondre sur le dialogue social. On a encore des efforts à faire. On a vraiment beaucoup d'efforts à faire encore. Et je pense que ce que moi je demande souvent au gouvernement, c'est... on a senti que ça vient un peu, mais ça devrait venir un peu plus. C'est cette forme d'allergie que l'on développe vis-à-vis du syndicalisme. Parce que, disons, en grande partie, on continue de regarder le syndicat comme une perte de temps pour une gouvernance, ce qui ne devrait pas être le cas. Et donc, ça explique un peu, disons, les différentes lois qu'on a prises pour empêcher la marge de manœuvre des syndicats. Ça explique ça. C'est une mauvaise solution. Vous avez toujours cette histoire du droit de grève à travers la gorge. C'est une mauvaise solution à un vrai problème. C'est pas que c'est un problème. J'ai l'habitude de dire qu'un employeur, un gouvernement doit regarder la grève comme un appel au dialogue de la part des travailleurs. Parce que quand vous discutez, les gens ne vont jamais en grève quand vous discutez. Et donc, quand les gens vont en grève, c'est pour dire, venez pour que je parle avec vous. J'ai envie de parler avec toi, toi mon employeur. Donc, quand on n'a pas cette bonne lecture de la grève, on peut empêcher la grève de s'exprimer, on peut empêcher les travailleurs de s'exprimer, mais on laisse couver des choses. Parce que dans les pays où on a fait une telle restriction, où on a empêché les travailleurs d'aller en grève, on a trouvé à côté le mécanisme qui permet aux gens de ne pas regretter, disons, l'exercice du droit de grève qu'on leur a arraché. Ici, on n'a pas grand-chose qui est proposé.
Et donc, on s'est juste contenté de fermer la bouche à des gens, de fermer une porte à des gens, et on n'a pas ouvert la petite lucarne qui permet aux gens d'espérer que l'employeur va m'écouter, l'employeur va m'entendre pour qu'on puisse discuter pour trouver des solutions. Donc vous n'avez pas l'impression que quand même, on va dire que l'opinion publique ne regrette pas quand même ce qu'on peut appeler, il y a quand même eu dans ce pays ce qu'on peut qualifier quand même de grève abusive, ou bien pour vous, il n'y a jamais de grève abusive? Il y a souvent eu des grèves abusives de la part des travailleurs que nous sommes. Moi, je ne suis pas gêné de reconnaître que nous avons abusé, nous avons exagéré, parce que nous avons péché par ignorance d'un certain nombre de principes du syndicalisme. Parce que, je le dis toujours, sans égratigner personne, on nous a un peu trop vendu une certaine caricature du syndicalisme comme étant la norme. Et nous sommes engouffrés dedans des années. Sans tenir compte de l'environnement, sans tenir compte de l'opinion. Aujourd'hui, si nous avons à dos l'opinion publique, ce n'est pas forcément la faute du gouvernement ou de l'employeur. C'est notre faute, à nous également. Et donc, en tout cas, c'est ça que nous, on a compris au niveau de la Confédération, ma Confédération, la CSA Bénin. Et nous sommes en train de faire les efforts pour travailler à l'interne et changer un certain nombre de choses. Et cela étant dit, cet abus dans la grève n'est pas que le fait des travailleurs que nous sommes. C'est également quand vous êtes dans un pays où l'employeur ne bouge que lorsque vous lui déposez une motion de grève. Tout ce que vous faites avant, les relances, le sit-in, les interpellations, les menaces, ça ne dit rien au cadre de l'administration qui doit vous recevoir et régler votre problème. Mais dès que vous déposez une motion de grève, vous voyez que ça court dans tous les sens, on vous appelle, on est maintenant disponible pour discuter avec vous. Du coup, vous préparez vos travailleurs, vos partenaires à utiliser aussi souvent que possible la grève lorsqu'ils ont envie de parler avec vous, lorsqu'ils ont besoin d'être entendus. Donc voilà, on a tendance à oublier cette responsabilité, cette part de responsabilité des gouvernants successifs dans notre pays qui ont conduit donc à visser complètement l'atmosphère entre gouvernants et travailleurs, entre gouvernants et syndicats. Et voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, il faut que nous puissions comprendre tous, parce que nous l'avons compris. Je pense qu'aujourd'hui, à la niveau de la Bourse du Travail, vous voyez beaucoup d'efforts qui se fait pour justement aller vers le dialogue, discuter, relancer les uns et les autres. On a besoin qu'en face, nous ayons ce même état d'esprit, cette ouverture d'esprit, pour que nous puissions être deux à dialoguer. Parce qu'il faut être deux ou plusieurs pour discuter. Et si nous devons être les seuls à faire les efforts qu'il faut, c'est que ça n'a pas de sens. Et malheureusement, les lois qui ont été prises, disons, prédisposent certains cadres, certaines autorités de l'administration publique à s'adosser à leur fauteuil, à se dire, dans tous les cas, je ne crains rien. C'est ça qui est dommage, en fait. Mais pour le coup, pour cette question de revalorisation salariale, est-ce que, parce qu'on a vu fleurir un peu partout sur les réseaux sociaux, dans les journaux, une sorte de surenchère, les propositions un peu partout, est-ce que je vais vous poser une question triviale, est-ce que vous allez à ces négociations-là comme en marchant de la tomate au marché? Parce qu'on a vu un peu de tout, hein, ouais. 30%, 60%, exactement, de relever le SMIC, ainsi de suite. À votre niveau, à vous, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il y a une question sous-jacente. En tant que syndicat, vous parliez de données techniques, de discussions techniques tout à l'heure. Est-ce que vous avez, puisque vous couvrez beaucoup de cadres, est-ce que vous avez une lecture exacte des disponibilités de l'État, puisque ce sont des chiffres connus? Donc, par rapport à ça, quelles peuvent être les prévisions, quelles peuvent être ce que vous comptez mettre sur la table, ou vous faites comme tout commerçant, vous mettez la barre très haute et puis vous espérez avoir quelque chose de concret? Oui, je vais vous dire, il y aura un peu de tout. Ça, honnêtement, il y aura un peu de tout. Vous demandez si nous avons une lecture vraiment précise des disponibilités de l'État. Je dirais que nous devons tout faire pour les avoir. C'est-à-dire que l'accès à ce genre d'informations n'est pas toujours aisé. Il y a les chiffres officiels qui sont publiés, nous allons les exploiter. Mais il y a ce que nous devons savoir, parce que quand vous allez à une négociation, vous devez avoir toutes les armes de votre côté. Il y a ce que nous devons savoir, que le gouvernement ne veut pas forcément que nous sachions. Nous devons tout faire pour les savoir et faire en sorte de l'utiliser comme un joker lorsque cela va s'avérer nécessaire. Alors, ma confédération n'est pas allée dans le sens de fixer de donner des montants d'augmentation, parce que je dois avouer que nous devons rester réalistes. Non seulement de la part d'un gouvernement, de tout gouvernement,
mais surtout de ce gouvernement, dont nous savons que quand il s'agit des chiffres, d'économie et de trucs là, rien ne se fait de façon démagogique. Le gouvernement a certainement déjà ces chiffres avec lesquels il va venir vers nous. Et peut-être sa proposition. Et certainement sa proposition, pas peut-être, certainement sa proposition. Et dans tous les jeux de négociation, le gouvernement, même s'il veut donner 1000 francs, va commencer par proposer 100 francs, certainement. Et donc, c'est pour cela que je lui dis qu'il y aura certainement de tout. S'il propose 1000 francs, nous allons jouer sur son terrain en proposant 100 000. C'est une manière de dire que tout le monde est dans la démesure. Comme au marché. Comme au marché, exactement. Ça jouera forcément. Mais moi, je pense que, je vais le dire honnêtement, parce que je pense qu'aujourd'hui, les travailleurs ont besoin, non pas d'être cajolés, mais de savoir la vérité des choses. Nous avons nos faiblesses au niveau syndical, qui sont par exemple liées à l'accès aux bonnes sources d'information. Nous avons... Mais pourtant, vous avez des cadres partout. Nous en avons, bien entendu. Il faut savoir également les utiliser, sans les mettre en difficulté. Oui. Voilà. Parce que chacun non, il ne s'agit pas d'aller faire des cours. Oui, mais au moins, heureusement, nous avons des gens qui travaillent avec nous, notamment des universitaires, des économistes très chevronnés. Nous avons une séance dès le lundi matin. Nous avons une séance dès lundi vers l'après-midi. Nous avons une séance pour commencer à préparer vraiment de façon très, très précise cette négociation. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous devons utiliser les armes économiques basées sur les données économiques, mais nous devons également savoir utiliser tout ce qui est affectif. Ça également, ça peut jouer sur un gouvernement qui veut faire une augmentation. Les cajolés. Non, je ne parlais pas de cajoler. En fait, c'est utiliser le drame social que vivent un certain nombre de travailleurs aujourd'hui, lié justement au pouvoir d'achat qui a baissé, à la pandémie, à tout ce que ça a pu créer en termes d'inflation. C'est jouer également sur cette corde-là. Parce que quand vous n'êtes pas sûr d'être de taille face à des économistes aussi pointus que ceux du gouvernement, malgré votre préparation, vous devez également jouer sur votre âme à vous, qui peut être ce que j'appelle effectif, convaincre l'interlocuteur qu'il faut aller là, même si on n'a pas forcément les moyens de faire exactement ce qu'on fait, faire un peu plus ce qu'on a prévu soi-même, parce que justement ça le demande. Un gouvernement, il est là également, et surtout pour le bien-être social, pour le bien-être collectif. Et donc si vous arrivez à convaincre quelqu'un comme le chef de l'État qu'il faut le faire parce que des gens vont se sentir mieux. Parce que si on ne le fait pas, des gens vont sombrer complètement, moralement, socialement et tout ça. Oui, c'est un qui peut également. Oui, vous pensez sérieusement qu'il ne le sait pas? C'est le chef de l'État, il sait. En le disant ici, c'est un peu comme si lui, son gouvernement et lui sont quelque peu hors sol et ne sont pas dans la population, ne comprennent pas exactement la réalité de ce que On peut avoir cette impression, mais en fait, ce que je voulais dire, moi, je suis plus sur le terrain que lui. Les travailleurs sont plus sur le terrain que lui. Oui. Et si un gouvernement est hors sol, c'est le lot de tous les gouvernants, en fait. Ce n'est pas lié forcément à eux. Moi, je sais, par exemple, là où le Zémidian peut aller, dans Cotonou, le chef de l'État peut ne pas savoir. Moi, je sais, par exemple, que dans tel endroit, à certaines heures, vous n'êtes pas sûr de trouver un taxi pour vous conduire. Ce sont des réalités que moi, je vis au quotidien parce que je suis là. Lui, il est quand même d'un certain niveau. Et donc, forcément, il y a cette complémentarité que nous devons avoir pour traiter les bonnes informations du terrain, les meilleures informations du terrain. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas qu'ils sont complètement déconnectés, ils ont leur réseau également pour avoir un certain nombre d'informations. Mais si moi, j'ai l'occasion de parler à mon chef, de parler à un gouvernant, et que je n'utilise pas ces armes-là, ces informations vraies de terrain, qui sont des informations concrètes, du vécu, je serais passé à côté de ma mission. Donc, c'est ce que je veux dire simplement. Donc, en fait, c'est déjà heureux que le chef de l'État lui-même décide, en regardant un certain nombre de choses, de dire, je revalorise les salaires. Ça, c'est un bon départ, en fait, qui nous permet de discuter avec ses collaborateurs, dans une sorte de sérénité pour trouver. Ce que je veux dire aux camarades travailleurs, en fait, c'est qu'ils comprennent que on ne peut pas aller à une négociation avec un gouvernement et dire qu'on veut avoir 50% d'augmentation de salaire, qu'on veut obtenir 100% d'augmentation de salaire. Je crois que ça, on est dans l'utopie. Et c'est cette forme d'utopie
qui plombe les efforts des uns et des autres pour obtenir un minimum pour les travailleurs. Quand vous mettez la barre trop haut, vous avez du mal demain à convaincre les gens que je n'ai obtenu que tel montant, alors que j'ai annoncé, j'ai tempêté pour dire que je ne veux obtenir que ceci. Ce serait de la démagogie. Je pense que la Confédération, que je dirais, n'est pas dans la démagogie. Donc, il faut que les gens comprennent que nous allons là-bas pour veiller au mieux aux intérêts des travailleurs. Nous utiliserons nos armes et nous espérons, en croisant les bras, en priant tous les dieux et en faisant une préparation vraiment, en réalisant l'unité d'action, en allant à cette négociation-là, que nous puissions parler d'une seule et même voix, nous qui irons discuter avec le gouvernement, pour espérer obtenir quelque chose pour eux. Voilà. Toujours sur cette question, d'aucuns, si on scrute un peu, quelque peu, les souhaits exprimés ici et là, on a évoqué aussi la question du SMIC. Est-ce qu'il peut y avoir revalorisation sans toucher au SMIC? Et la question qui se pose, bon, quand ça s'est annoncé en Conseil des ministres, on pense de suite aux fonctionnaires. Est-ce que, d'après vous, c'est quand on dit travailleurs, il y a ceux du privé également, bien entendu. Est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce que, en fait, est-ce que c'est tous ceux, d'après vous, tout cet ensemble qui sera pris en compte? Et sur quel curseur? La question principale, c'est l'évaluation salariale, oui. Est-ce qu'on augmente ce qu'il y a présentement ou on est obligé forcément d'ajuster le SMIC pour que ce soit pertinent et impactant? Quand l'État quand l'État agit comme employeur, oui, il n'a affaire qu'aux agents publics, dont les fonctionnaires. Les fonctionnaires, évidemment, oui. Les contractuels de l'État et les fonctionnaires. Et, voilà. Et donc, si on reste dans cette logique, l'augmentation ne concernera que les fonctionnaires. Oui. Parce qu'il s'agira peut-être d'agir sur le point d'indice, sur un certain nombre de leviers liés justement aux agents de l'État. Oui. Mais le chef de l'État, j'ai suivi un peu le porte-parole du gouvernement qui a évoqué la question du SMIC. Parce qu'aujourd'hui, si on ne touche pas au SMIC, on n'aurait rien donné au travail de l'économie du privé. Et c'est très important. Quand on parle du social, une telle augmentation ne peut pas ne pas toucher et agents du privé et agents du public et pensionnés, les retraités. Et donc, il y a le mécanisme pour toucher les retraités et les actifs. Et il y a également le mécanisme pour toucher les agents du privé. Et par rapport aux agents du privé, c'est le SMIC. Il faut augmenter le SMIC et il faut veiller à la hiérarchisation des salaires. Parce qu'une chose est d'augmenter le SMIC, si vous ne hiérarchisez pas les salaires, ceux qui ne sont pas au SMIC, ceux qui sont au-delà du SMIC, ne seront pas touchés par l'augmentation du SMIC. Vous comprenez? Oui. Donc, nous allons à cette négociation avec la demande par rapport et la concrétisation par rapport à l'annonce du gouvernement sur les agents de l'État, mais également une demande que nous allons réitérer au gouvernement sur le SMIC. Le SMIC a été augmenté depuis 2014. Or, le mécanisme dit que c'est tous les 3 ans qu'on doit revaloriser. On ne l'a pas fait. Et non seulement on ne l'a pas fait, mais c'est que depuis 2014, la hiérarchisation des salaires qui devait suivre logiquement l'augmentation obtenue en 2014 n'a jamais eu lieu. Donc on avait 2 demandes en fait. Une nouvelle augmentation du SMIC. Ça veut dire quoi très concrètement la hiérarchisation des salaires pour que ceux qui nous suivent comprennent? En fait, c'est que quand on fait une augmentation de SMIC, il faut que tous les travailleurs du privé, pour faire terre à terre, qui sont au-delà du SMIC, puissent sentir l'augmentation. Et donc, du coup, on fait une augmentation par intervalle de salaire. On peut dire les salaires de temps en temps prennent 10%, ceux les plus bas peuvent prendre 15%, etc. De façon à ce que, moi, si par exemple je suis à 41 000, le SMIC est aujourd'hui à 40 000. Si moi je suis à 41 000 et qu'on augmente quelqu'un qui est à 25 000 à 40 000, lui gagne 15 000 francs en plus, moi je ne touche rien. Oui. Vous comprenez? Donc la motivation peut prendre un coup en tant que collègue. Voilà pourquoi la législation a été inventée pour permettre donc à chacun de pouvoir sentir quelque chose dans son pouvoir d'achat. Donc nous avons demandé ça. Et je pense que moi, la CSABN a toujours demandé au chef de l'État, quand nous sommes intervenus, pour dire augmenter les salaires est une urgence aujourd'hui pour tous les travailleurs. Parce qu'on sait ce qui se passe.
Mais augmenter le SMIC est au-delà de l'urgence. Parce que le chef de l'État lui-même sait que 40 000 francs ne peuvent pas. Il a toujours dit. Et je pense que les informations que nous glanons ici et là disent que lui, en tant que chef d'entreprise, quand il était chef d'entreprise, avait l'habitude donc de payer correctement ses agents, même s'il devait leur demander vraiment une bonne rigueur dans le travail, ils étaient plutôt bien payés. Donc quelqu'un comme ça qui vient certainement, s'il a la possibilité d'augmenter les salaires, il doit pouvoir le faire. Et donc, je voudrais attirer son attention à nouveau sur la question du SMIC et espérer que justement, il va pouvoir jouer son autorité pour que les employeurs puissent accompagner. Parce que le SMIC se décide entre travailleurs, employeurs et gouvernants. Il ne s'agit pas pour le gouvernement donc de fixer normalement. Dans la règle normale des choses, les trois s'entendent sur ce qu'il faut faire et ça s'annonce. Mais aujourd'hui, les employeurs, depuis 7 ans, les employeurs demandent un certain nombre de conditions pour leur permettre de faire la réalisation des salaires et pour leur permettre de faire une nouvelle augmentation de SMIC. Donc du coup, on est bloqué dans les discussions avec ces deux partenaires. Nous sommes totalement bloqués. Et nous travaillons, on a désormais le sentiment que nous sommes au milieu des deux grands qui ne veulent pas faire avancer les discussions. Si le gouvernement décide vraiment d'agir aujourd'hui, je crois qu'il a toutes les cartes en main pour non seulement lâcher du lest vis-à-vis des revendications des employeurs et permettre enfin aux travailleurs qui sont au SMIC de pouvoir souffler. Oui, parce qu'évidemment, pour ceux du privé, pour les employeurs du privé, par exemple, ça a une incidence nette sur les charges de l'entreprise. Pour l'État aussi, même l'État, c'est parce que le président de la République a jugé en l'état que ça peut être fait, qu'on est en train d'avoir cette discussion. Mais pour les employeurs, tout ajustement du SMIC, en tout cas toute augmentation du salaire, entraîne évidemment, vous le savez, des charges, ainsi de suite. Donc ça a une incidence nette sur les charges de l'entreprise. Donc peut-être qu'eux aussi demanderont, comment on les appelle, des mesures d'accompagnement. Oui, ils demandent déjà derrière des mesures d'accompagnement. Et le gouvernement, c'est pourquoi j'appelle le gouvernement donc, à pouvoir les écouter. Mais en même temps, eux, là où je suis plutôt gêné par le discours des employeurs, c'est que en principe, nous savons tous que lorsqu'on fait une augmentation du SMIC, logiquement, la hiérarchisation suit, automatiquement. Donc, lorsque on a eu les 40 000 francs du SMIC en 2014, c'était dans l'entente. Et je me souviens qu'à l'époque, le président du patronat, M. Adjavon, était prêt à aller au-delà, parce qu'il estimait que payer quelqu'un à 40 000 francs, c'est entretenir un voleur dans son entreprise. Lorsque je suis employé, que j'ai permis une augmentation du SMIC, pourquoi je fais blocage pour la hiérarchisation qui doit suivre? C'est de bonne guerre lorsque je suis dans une négociation avec un employeur, avec un État. Mais il est temps que ça s'arrête. Que tout au moins par rapport à 2014, on ait déjà cette hiérarchisation qui devrait être automatique et qu'on parle à nouveau de l'augmentation, de la nouvelle augmentation pour le SMIC. Donc, c'est pour cela que je dis, au milieu des deux, il faut qu'il y ait une entente pour nous permettre d'avancer sur la question du SMIC. Moi, je pense que, disons, autant je ne vais pas m'avancer sur de gros chiffres, de grosses demandes exagérées par rapport à nous, travailleurs qui ne sommes pas au SMIC, autant pour le SMIC, je pense qu'on doit pouvoir aller au moins à 100% d'augmentation de salaire. Et j'ai suivi la dernière fois. C'est-à-dire passer du simple au double. Passer du simple au double. Oui. Parce que j'ai suivi la dernière fois le représentant des employeurs, le directeur exécutif du CNP Bénin, qui disait que la plupart des employeurs aujourd'hui du privé payent au minimum 80 000, ne payent pas moins de 80 000. Donc ça veut dire qu'il n'y a pratiquement personne, pour l'en croire, il n'y a pratiquement personne, aucun travailleur du privé qui est payé à 40 000 francs aujourd'hui. Du coup, si les gens sont déjà dans un effort de 100% d'augmentation du salaire, il faut au moins que nous puissions atteindre ça de façon officielle. D'accord. Voilà. L'État, sur la foi de ce que vous venez de dire depuis le début de cette émission, est-ce que vous n'avez pas simplement l'impression que le chef de l'État, quand vous prenez tout le tableau depuis 2016, est dans une certaine logique, puisqu'il a toujours dit effort collectif avant redistribution.
C'est-à-dire que si on regarde très bien sécurisation des ressources publiques, mobilisation des ressources internes, tout ce qui est mis en place pour qu'il y ait quand même une fluidité dans la collecte des ressources de l'État, voilà, lutte contre la corruption, ainsi de suite. Est-ce qu'il ne tient plutôt pas parole en actant cette revalorisation aujourd'hui, parce qu'on peut dire quand même qu'au niveau interne, la mobilisation des ressources se porte plutôt pas mal, même si on est loin des standards internationaux. On a eu un collectif budgétaire récemment où on était en avance sur les collectes prévues. Est-ce qu'on n'est pas dans une... Est-ce que la ligne de conduite de ce chef d'État-là en particulier n'est pas des plus lisibles, parce qu'il dit, voilà, on ne peut pas redistribuer ce qu'on n'a pas. Donc voilà, faisons l'effort, et puis après l'effort, voilà, on essaiera de satisfaire au mieux des disponibilités de chacun. Oui, je vous donne quitus pour cette analyse. Je crois que c'est... on ne peut que le reconnaître, qu'il y a, disons, une sorte de rationalité dans ce qui se fait et dans ce qui se dit. Et on a appris à connaître ce chef de l'État qu'il n'est pas... Les actes ne sont pas des actes qu'on l'on pose pour faire plaisir simplement aux uns et aux autres, ce sont des actes que l'on peut tenir sur la durée. Et il ne sert à rien de faire, d'annoncer l'augmentation peut-être il y a 2 ans, 3 ans, et de ne pas pouvoir la tenir jusqu'à la fin des temps pour les travailleurs. Donc moi, je suis heureux avec vous, de constater avec vous également qu'on sent bien que c'est quelque chose qui a été bien pensé, qui a été réfléchi, et donc si l'annonce a été faite, c'est qu'on est prêt pour aller de l'avant par rapport à l'augmentation. Et donc, si nous avons tous contribué à créer de la richesse, et que maintenant le chef de l'État dit il est temps que je distribue, tant mieux. Et ce n'est que justice en fait. C'est pour cela que quand j'entends certains faire le commentaire un peu trop dithyrambique de l'acte du gouvernement, je dis non, réfrénons un peu les ardeurs, parce que quand même le chef de l'État, le même chef de l'État, le même gouvernement n'a pas entendu que les choses s'améliorent pour améliorer un peu le quotidien des autorités, des ministres, des préfets. Oui, ça lui est toujours, voilà. Oui, je dis, je ne le dis pas pour, je sais pas, c'est pas pour revenir sur la même ritournelle tout le temps, mais en fait c'est juste pour dire, il est dans sa logique pour lui, c'est que quand vous êtes dans une certaine position, vous devez avoir le minimum pour lequel on vous demande de faire le maximum d'efforts. Mais si on a pu faire ça pour des fonctionnaires un peu spéciaux, que sont les ministres, que sont les DG, les DC, des cabinets et autres, c'est quand même normal qu'aujourd'hui, où la situation semble plus ou moins favorable, que l'on puisse penser. Donc, il ne s'agit pas de la mendicité non plus. Nous n'irons pas à cet tas de négociations comme des mendiants qui allons quémander. Non, c'est un droit aujourd'hui, finalement, parce que nous avons créé de la richesse avec le gouvernement, avec le chef de l'État, avec les réformes qui ont été mises en place, avec la rigueur aujourd'hui dans la gouvernance d'un certain nombre de choses, nous avons pu créer de la richesse. Donc la richesse, elle a été créée par vous et moi. Et donc c'est quand même un peu logique que nous puissions nous asseoir de façon fière pour dire, ok, on veut voir ce que tu veux nous donner. Et dire également de façon tout à fait honnête et fière que c'est peu, augmente, diminue un peu ici, augmente là, etc. Voilà. Vous parlez de rigueur. L'actualité fait que cette semaine, le Conseil des ministres a fait état de ce que dans l'administration qui est... Là, on n'a pas parlé de détournement, on a parlé d'irrégularité en écriture comptable, en gestion des stocks, que le facteur, en tout cas le fait qui a fait beaucoup parler, c'est ce directeur qui a usé d'environ 2 millions de francs CFA en ticket valeur. Est-ce que l'inspection générale des ministères, on suppose que ça a toujours existé. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'est parce que le gouvernement veut faire passer un signal ou bon, disons que leur rapport n'était pas pris au sérieux avant, ou l'autre option aussi c'est que bon, ça ne servait pas à grand chose avant? Non, en fait, je crois que il y a une suite, c'est une suite logique de tout ce qu'on nous a montré depuis 2016 en fait. Moi, j'ai plaisir à dire qu'aujourd'hui, en tant qu'agent de l'État, je remarque autour de moi,
y compris moi-même, nous faisons beaucoup attention à un certain nombre d'actes que nous posions avant sans réfléchir. J'ai donné souvent l'exemple de, je vous dis, les moustiquaires. Les moustiquaires imprégnés ont été déposés dans les écoles pour être distribués aux enfants. Et j'ai vu des camarades, j'ai vu des enseignants, des collègues, directeurs d'école, non seulement distribuer vraiment les moustiquaires aux enfants, et en prenant la précaution à chaque fois de prendre l'image de la remise à chaque enfant, mais au-delà de ça, c'est que quand ils ont fini de distribuer, le surplus qui n'a pas été distribué, ils l'ont rapporté. Ils l'ont retourné. C'est du jamais vu dans ma profession. Oui. Donc, il y a quand même cette peur du gendarme. Bon, dans le même temps, d'autres ont été épinglés pour avoir distrait les ressources allant dans la confection des cantines scolaires. Non, écoutez, ça là, il y a beaucoup d'amalgame. Il y a beaucoup d'amalgame. Vous savez, on peut agir par ignorance. C'était une nouvelle manière de faire. Quand j'entends par exemple que l'on cite des camarades pour une mesure de maïs qui aurait disparu, pas forcément volé. Parce que dans le, comment dire, en voulant... Pour transvaser. Non, même pour transvaser. Oui. Pour servir ce qui est la ration du jour, il peut y avoir de la déperdition. Et assez souvent, il y a eu, il faut le dire, hein, les services de cette structure qu'on appelait UPS, Unité Présidentielle de Suivi, je ne sais plus quoi, il y a eu beaucoup d'abus de pouvoir. Ça, il faut le dire. Je ne dis pas cela pour dédouaner les camarades qui ont fait preuve de façon volontaire de mauvaise utilisation des cantines, mais il y a beaucoup d'amalgames et beaucoup d'abus de pouvoir. On a besoin d'apprendre cette nouvelle manière de faire. Et c'est bon aujourd'hui que les camarades ont commencé. Vous allez voir, de moins en moins, il y en a, parce qu'ils ont pris conscience, ils font très attention à un certain nombre de détails qui n'étaient pas pour eux nécessaires avant. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc, pour revenir à l'expression, du travail de l'inspection des ministères, oui, c'est tant mieux pour nous. Hein. C'est tant mieux qu'il y ait cette sorte de pédagogie, par l'exemple, où l'on sanctionne des gens qui font mal, pour que chacun de nous puisse continuer de faire attention. C'est pour le bien de nous tous, c'est pour le bien des ressources de la République. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. C'est tout. À tous les niveaux de responsabilité, si on sent que quelqu'un a décollé, pour que la machine de l'État puisse effectivement s'abattre sur lui, comme il s'est abattu sur les enseignants, sur les directeurs d'école et sur l'agent que vous avez cité tout à l'heure. Oui, justement, j'ai envie de vous poser cette question. Cette prise de conscience que vous observez chez les collègues, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est pas par peur des mesures coercitives ou bien c'est réellement la conscience que les choses doivent changer, doivent se faire autrement? Cette question tourne toujours. Est-ce que c'est, ah oui, bon, on a peur de, je fais attention, ce gouvernement fait ci, ce gouvernement fait ça. Si ce n'est que ça veut dire que ça ne durera pas. Mais est-ce que vraiment vos collègues sentent quand même qu'il y a qu'il faut adopter quand même une nouvelle manière de faire les choses et pérenniser et la pérenniser? Vous savez, c'est assez difficile pour un gouvernant d'imposer un certain rythme. Il y a le changement de mentalité que vous souhaitez, et là, il s'agit de quelque chose qui n'est pas concret, qui n'est pas tangible. C'est assez difficile de dire si les gens ont changé de mentalité, si c'est une prise de conscience ou non. Ce que je sais, c'est qu'il y a la peur du gendarme. Qu'il y a la peur que, attention, si je fais ça, je ne serai pas pardonné, je dois pouvoir répondre. Et pour moi, c'est le plus important. Le reste peut venir après. Et si le reste ne vient pas, c'est que nous avons, en tant que gouvernant aujourd'hui, et là je m'adresse au gouvernement, qui est là, et ceux qui vont venir demain, on a besoin de maintenir le cap. Parce que le changement de mentalité ne peut pas se faire sur un mandat ou deux mandats. Je pense qu'on a besoin de maintenir cela sur la durée, cette rigueur-là sur la durée, pour obtenir finalement le réflexe qui s'installe chez nous tous, que le bien de l'État, on doit le traiter autrement et que nous puissions commencer donc à l'enseigner également à nos enfants par l'éducation que nous leur donnons à la maison. Donc, écoutez, il ne faut pas maintenant forcément faire l'analyse et l'évaluation par rapport à la prise de conscience des uns et des autres. Il faut juste constater qu'au moins, les gens ont peur aujourd'hui de poser certains actes. Je crois que pour moi, ça n'a même pas de prix.
ne serait-ce que par rapport à ce résultat-là, ça n'a pas de prix. Le plus important pour nous, c'est qu'il faut qu'on puisse continuer de maintenir donc cette rigueur-là, cette lutte contre l'impunité, mais je le dis toujours, éviter de faire deux poids, deux mesures. Parce qu'on a besoin, quand on veut obtenir le... Ça fait la deuxième fois que vous l'évoquez. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de deux poids, deux mesures? Mais ça fait la deuxième fois que vous le dites dans ce débat. Non, je n'ai pas d'éléments concrets pour dire. Mais ce que je dis simplement, c'est que si vous voulez obtenir un changement de mentalité, un changement de comportement et d'attitude sur la durée, vous avez besoin vous-même d'être crédible dans ce que vous professez comme rigueur. Si la rigueur ne s'applique pas à vous, vous avez du mal à faire passer le message. On sait très bien qu'il est plus facile d'éduquer par l'exemple que par les paroles. Donc, chacun de nous doit être un exemple, un modèle que l'on regarde et dont on se dit, je veux le copier. Quand finalement le bâton tombe sur vous, vous dites, ça a été appliqué à tout le monde, même à des gens qui sont en haut d'en haut. Donc, je n'ai pas de problème par rapport à ça. J'accepte donc de subir la sanction et d'obtenir le changement en moi qui me permet d'éviter désormais de tomber sur le coup de la loi. Voilà. Mais on ne peut pas dire, on ne peut certainement pas dire que les exemples de en haut qui sont en prison pour mauvaise gestion, il y en a quand même. En tout cas, sur ces 5 dernières années, il y en a qui croupissent encore en prison. Donc on peut dire quand même que l'effort que les services de l'État essayent quand même de frapper où il faut. Il peut y avoir d'autres dossiers sur lesquels il peut y avoir encore à dire. Oui, mais écoutez, par exemple, ceux qui doivent être jugés par la Haute Cour de justice, vous les avez vus être jugés? Cette machine-là qu'on entretient là à coût de millions ou à coût de milliards par an pour leur budget, ça c'est à quoi aujourd'hui? Si le ministre est couvert parce qu'il a été ministre pendant 2-3 jours, tous les actes qu'il pose en tant que ministre qui sont des actes répréhensibles, il ne peut pas être jugé parce qu'il y a ce blocage-là, voulu par les politiques, entretenu par les politiques. Vous comprenez très bien que la pilule ne passe pas. Oui, mais ça c'est du côté de l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est les politiques, c'est eux qui décident, non? Oui. Aujourd'hui, vous pensez que si le gouvernement décide de sauter ce verrou-là par cette Assemblée qui est là, il y aura des difficultés, il ne peut pas y en avoir. Alors, vous décrivez l'Assemblée nationale comme une caisse de résonance du gouvernement? Non, pas forcément, mais c'est une Assemblée générale, disons, partisane, en grande partie. Ça, c'est pas un scandale. C'est ce que je veux dire. Oui. C'est pas un scandale. Hein. Dans tous les pays, lorsque vous avez vos partisans à l'Assemblée, l'Assemblée vous accompagne dans votre gouvernance. Donc, je ne le dis pas comme si c'était un scandale, mais c'est un constat aujourd'hui que si le gouvernement veut avancer sur un dossier, ses partisans vont l'accompagner facilement. Voilà. Nous allons évoquer maintenant une question qui a cristallisé les critiques il y a quelque temps. C'est cet imbroglio autour de la paye des AME qui a déclenché beaucoup de vagues. Il y a eu... l'État a décidé de frapper fort sur certains contrats. Il y a eu des velléités de grève. Après, ils se sont rétractés. Comment vous avez vécu un peu tout l'épisode en question? Merci beaucoup. Avec beaucoup de tristesse. Tristesse pour les camarades aspirants qui se sont laissés fourvoyer finalement par certaines organisations. Parce que vous comprenez que vous avez toujours entendu dire que la situation que l'on fait aux aspirants n'est pas une bonne situation pour un agent à qui on demande un effort. Et moi, j'ai toujours dit, je le répète encore ici sans aucune gêne, que l'aspirana n'est pas un problème. L'aspirana n'est pas un scandale. Un gouvernement décide de trouver la solution de son temps à un problème qui existe. Et on a déjà vécu dans ce pays les problèmes de préinsertion sous le gouvernement qui écoute d'eux. Donc, l'aspirana, pour moi, n'est pas on ne dira pas que c'est une bêtise créée par des gouvernants. Non, ça peut être une très bonne solution. C'est la mise en œuvre qui a posé problème. On ne peut pas, en tant qu'État, proposer 9 mois de salaire à des agents que l'on emploie. C'est un mauvais exemple pour le privé qui a du mal à respecter les règles d'emploi dans notre pays. Donc, nous avons toujours demandé au gouvernement, revoyez leur contrat, porter le contrat au moins à 12 mois sur 12. On était dans cette discussion. Et je pense qu'on avait
on avait plutôt de bonnes discussions qui nous permettaient d'avoir de l'espoir que le gouvernement était de plus en plus sensible à nos arguments. Et puis patatras, les camarades qui sont dans la précarité, qui sont vulnérables, ont déclenché un mouvement qui a finalement bloqué tout. Parce que ce mouvement, moi en tant que syndicaliste, je ne leur ai jamais conseillé de le faire. Oui, justement, on a vu un certain silence de la plupart des grosses centrales syndicales, en tout cas dans le sillage de ces mouvements-là, peut-être après. Mais quand ça s'est déclenché, on a eu l'impression que ces AME-là, ces collègues comme vous les appelez, étaient peu ou prou isolés. Oui, parce qu'ils ont voulu être isolés. Vous ne pouvez pas... Nous sommes comme une confédération. On a privé, public, informel. Si moi je veux déclencher un mouvement de grève aujourd'hui avec ce qui se passe, il faut qu'on prépare. Parce que ce qui nous est arrivé dans le mouvement syndical aujourd'hui que nous déplorons, c'est parce que assez souvent nous avons voulu faire les grèves pour voir ce que ça va donner. Sans une grande préparation. Et donc du coup, lorsqu'ils ont déclenché le mouvement de grève, si moi j'étais intervenu, je serais intervenu un peu comme je le dis là maintenant pour dire attention, il y a très peu de chances que ça aboutisse. Ce n'était pas le moment d'intervenir pour les décourager. Ça aurait peut-être pu marcher, on ne sait jamais. Mais il y avait une grande chance que ça ne fonctionne pas parce que justement, ils ne sont pas assez organisés, ils n'ont pas la couverture du syndicat, ils sont vulnérables par le simple fait que leur employeur a une base de données où il peut puiser pour les remplacer automatiquement. Ce sont des données dont il fallait tenir compte. Malheureusement, voilà ce que ça a donné. Cela étant dit, je voudrais parler au gouvernement pour dire que la sanction a été plus forte que la faute. Vous trouvez que ça a été disproportionné? Totalement disproportionné. Le fait d'avoir, disons, averti les camarades était largement suffisant. Ils ont rapidement fait votre face. Ils ont arrêté leur mouvement. Ils ont fait les mea culpa. Moi, je vois des courriers de camarades qui disent pardon. On peut les comprendre. Et c'est malheureusement cette tâche-là qui nous revient aujourd'hui, nous syndicalistes. Vous savez, du coup, on n'est plus dans la position du syndicaliste qui exige. On doit plaider. Et nous commençons déjà à plaider. Toutes les confédérations sont aujourd'hui en train de plaider pour que les contrats qui ont été résiliés, qu'on puisse les rétablir. Parce que quoi qu'on dise, hein, je connais un collège dans Calavi qui a une quinzaine d'AME dont on a résilié le contrat. Et le directeur dit que ce sont les meilleurs agents qui lui tiennent les terminales. Aujourd'hui, il est obligé donc de trouver des solutions de fortune. Donc, il faut regarder également cet aspect-là. Ce que nous demandons, c'est quoi à nos jeunes? Ce n'est pas qu'ils meurent, c'est qu'ils puissent se corriger. Ils ont appris la leçon. Et nous également, nous devons apprendre la leçon et les accompagner, les aider pour que ce qui semblait être de plus en plus accepté par le gouvernement, d'améliorer un peu leurs conditions de travail, qu'on puisse finalement l'obtenir. Parce que le gouvernement avait dit, je vais faire une évaluation globale de l'aspirana et voir qu'est-ce que nous pouvons y apporter. Et ils étaient d'accord pour que cette évaluation se fasse avec les agents concernés eux-mêmes, pour qu'on puisse avoir des discussions vraiment larges et précises sur les différents problèmes créés par l'aspirana. Et donc on en était là lorsque la grève est intervenue. Je voudrais souhaiter sincèrement que tout cela ne s'arrête pas et qu'en rétablissant les camarades dont les contrats ont été suspendus, que le gouvernement puisse rapidement relancer la machine pour cette évaluation-là et pour améliorer un peu leurs conditions de travail. Oui. En parlant d'éducation, je vais vous demander de prendre ce document que vous avez devant vous. Pour que nos téléspectateurs nous suivent, c'est un extrait de la version citoyenne du budget de l'État 2022. Je voulais vous convier à cet exercice parce que c'est l'un des exercices les plus concrets à mon avis. Ce que vous avez, ça va s'afficher également à l'écran pour que nos téléspectateurs le voient. C'est ce que l'État consacre réellement à chaque secteur lorsqu'il sort un billet de 10 000 francs CFA pour des dépenses. Alors, on voit de suite que, on parlait d'éducation, oui. On voit de suite que dans la dispersion de cette utilisation d'un billet de 10 000 francs par l'État, à part ce qu'on appelle affaires économiques, équipements économiques qui brassent beaucoup de secteurs, si on doit prendre les secteurs isolément, les services généraux de l'administration qui brassent aussi beaucoup d'argent, on peut dire grosso modo que l'un des premiers postes de dépenses de l'État, c'est l'éducation.
Oui, effectivement. On est à 1720 francs CFA. Je dirais autour de 17% des 10 000 francs sortis, 10% pour... C'est un gros poste. C'est un gros poste. Ouais. Est-ce que ça ne contraste pas, avant d'arriver aux autres postes, est-ce que ça ne contraste pas quelque peu avec le procès qui est fait, pas seulement à ce gouvernement, hein, mais bon, puisque c'est de ce gouvernement qu'on parle, le procès qu'on fait au gouvernant de ne pas prioriser vraiment l'éducation, de traiter les enseignants, l'éducation avec dédain, bon, comme la dernière roue du carrosse. Est-ce que, à la lumière de ça, parce que ça c'est un exercice concret, à la lumière de cette dispersion, qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous? Alors, je vais dire simplement que ce pourcentage relativement élevé tient également au fait, et surtout au fait que nous sommes nombreux enseignants. C'est d'abord ça, en fait. C'est ça qu'il faut voir. C'est parce que nous sommes nombreux. Donc, ce qu'on consacre à l'enseignement, ça tient compte également des salaires et tout ça. Des salaires de combien de personnes? De milliers de personnes. C'est pour cela que quand vous prenez individuellement un enseignant ou un acteur de l'école, il vous dira qu'il n'est pas assez bien traité. Mais quand on prend la dépense globale au niveau de l'État, c'est une grosse dépense qui tiennent compte des infrastructures, des élèves, de tout cet arsenal-là qu'il faut donc mettre en marche. Donc voilà. Mais la deuxième chose qu'il faut faire remarquer ici, c'est que cet exercice, ce tableau, cette dispersion, manque d'une donnée essentielle. Laquelle? Pour moi, c'est que il faudrait à chaque fois la faire accompagner des besoins. Quand l'État dépense 1720 francs sur 10 000 pour l'éducation, c'est 1720 francs sur quel besoin de financement? C'est ça qui nous permet d'avoir une analyse complète pour savoir quels sont les efforts qui sont faits. Parce que là, on est un peu en superficiel. Je sors 10 000 francs. J'aurais dû sortir combien? Oui, mais je sors 10 000 francs, je sors 1700 francs CFA pour l'éducation des 10 000 francs. Oui. Mais bon, les 10 000 francs, c'est ce que j'ai, pour caricaturer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. C'est par rapport à ce que j'ai comme disponibilité. Enfin, parce que je ne peux travailler que sur ce que j'ai. Justement, c'est l'éternelle question. Hein? Oui. C'est l'éternelle question de les possibilités de l'État. Oui. Et souvent, on nous sort cet argument-là dès qu'il s'agit de l'enseignement. Mais je crois qu'un État doit trouver les moyens d'entretenir son éducation, la formation de l'avenir du Bénin. Oui. Donc, moi, c'est la réponse que je fais. Et c'est pour cela que j'ai besoin de savoir, sur les 1720 francs sortis, ces 1720 francs couvrent quel pourcentage des besoins réels de l'éducation. Ça nous permet de voir si les efforts sont faits pour améliorer un certain nombre de choses. Je vois ici, affaires économiques, 29%, 2990 francs, près de 3000 francs sur les 10 000 francs pour affaires économiques, équipements. On peut dire aussi, en analysant très bien aussi, que ça concourt toujours à l'éducation, parce qu'il est question d'infrastructures routières, énergétiques et communication. Il y a de ces postes-là qui sont quelque peu des postes transversaux. Qui contribuent aussi parce que les infrastructures, quoi qu'on en dise, concourent de toute façon au social, à l'éducation, à beaucoup de choses. C'est un tout. Vous voyez, donc du coup, on a besoin de savoir qu'est-ce que le gouvernement met dans l'éducation pour les 1720. On a besoin d'un peu plus de détails peut-être pour voir, pour mieux apprécier. Moi, ce qui m'intéresse également, c'est le poste protection sociale, santé, logement et services collectifs. Oui. Et quand je prends la protection sociale aujourd'hui avec ce qui arrive dans notre pays, je vois que 570 francs. Oui, encore que, peut-être que pour le social, protection sociale, aide sociale, microcrédit, assurance maladie, il faut y ajouter peut-être aussi le pôle santé, le pôle logement. Je pense que c'est une affaire de dispersion et d'allocation. Oui, mais moi, reste justement sur votre situation. Protection sociale, santé, quand je mets les deux, je suis à moins de 10%. 10%. Donc, c'est vrai, c'est des choix de gouvernance, c'est des choix de gouvernance. Mais justement, on peut en discuter. Oui. Pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Si le gouvernement fait cet exercice-là, qui est vraiment très concret et très intéressant. Peut-être que c'est à vous de les interpeller là-dessus de façon précise pour comprendre les arbitrages qui sont Ça, c'est vrai. Mais malheureusement, on n'a plus l'occasion aujourd'hui de discuter budget avec le gouvernement. Ça ne date pas mais vous avez des rencontres. Ça date du président Yahya Boni. La seule occasion que nous avons, c'est de parler au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, nous le faisons, nous l'avons encore fait cette année
avec des propositions tout à fait concrètes. Mais qu'est-ce que le Parlement en fait? Quelle est sa marge de manœuvre pour, disons, imposer en griffe un certain nombre de choix forts au gouvernement? C'est la grande question. Alors qu'avant, nous avions l'occasion de discuter directement avec le gouvernement sur les choix stratégiques à faire en termes de budget et sur les propositions concrètes du ministère des Finances sur un certain nombre de... Ça ne se fait plus aujourd'hui, donc on n'a pas cette occasion-là d'interpeller et de parler. Voilà. Je voudrais vous poser une question toujours par rapport à l'éducation. Pourquoi on a toujours l'impression que depuis, il y a l'explication historique des programmes d'ajustement structurel, pourquoi... parce que cette question de l'éducation revient pratiquement à chaque gouvernement, où chaque gouvernement essaye de trouver les voies et moyens de résorber cette question, ou du moins d'apporter des solutions quand même convenables à ce secteur de l'éducation. Est-ce que parfois on pointe la mauvaise volonté des gouvernants? Pour le coup, on voit quand même que c'est une priorité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, vous, d'après vous, en tant que syndicat? Est-ce que vous avez la solution miracle, puisque vous êtes évidemment du côté des travailleurs, vous avez l'habitude d'interpeller le gouvernement sur ces sujets. Est-ce que vous avez une proposition pour qu'on finisse avec définitivement avec cette question de l'éducation, parce que vous le comprenez bien, c'est un travail continuel, mais bon, qu'est-ce que vous avez concrètement à mettre sur la table? Oui, pourquoi? Pour qu'on augmente les ressources pour l'éducation ou bien pour les performances du système éducatif? Vous voyez, par exemple, on a trouvé un problème, l'État a trouvé une solution, par exemple, on m'a dit une solution pour les AME, une solution qui reste encore à parfaire. Avant ce gouvernement, il y avait d'autres solutions qui avaient été trouvées. On peut remonter encore plus loin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de façon pérenne pour qu'on sorte de ce cycle? Oui, je vais vous répondre quelque chose que j'ai l'habitude de répondre depuis quelque temps. En fait, on ne finira jamais avec les problèmes dans l'éducation, ni dans aucun autre secteur. Il n'y a pas un État où les travailleurs sont tellement satisfaits qu'ils applaudissent pour dire tout va bien. Mais ce que nous pouvons faire pour éviter que les problèmes, même s'ils demeurent, débouchent sur des crises, c'est qu'il faut avoir les échanges qu'il faut. Donc moi, ce que je veux souhaiter pour notre gouvernement et pour les gouvernements qui vont venir demain, c'est d'instaurer, de faire en sorte que le dialogue social permette aux acteurs de patienter, de discuter, d'avoir confiance les uns dans les autres. Si on a ça, vous verrez, on peut disons, trimballer des problèmes depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, sans que cela ne débouche sur une crise. Parce que les interlocuteurs auraient l'occasion de se parler, de se dire la vérité. Si vous êtes un gouvernant et que vous étalez sur la table vos difficultés, nous sommes également des citoyens. Et ça, nous l'avons toujours dit, surtout aujourd'hui. Je crois que certains syndicats ont déjà prouvé qu'ils peuvent, disons, faire la part des choses entre leur rôle de défenseur des travailleurs et leur position de citoyen devant contribuer au développement du pays. Et donc, de ce point de vue-là, qu'on nous laisse, et disons, déployer la plénitude de notre capacité à accompagner l'État, mais on a besoin de comprendre, de savoir ce qui se passe, de connaître un peu quels sont les objectifs, quelles sont les balises. Sur la question de l'AME, si on avait discuté avec nous, on aurait suggéré, ne faites pas 9 mois, par exemple. Encore une fois, voilà. Une fois, on parlera des disponibilités. Oui, mais je pense que si on nous avait écouté, si on avait exposé dans une rencontre ce problème d'Aspirana, je suis persuadé que nous aurions convaincu l'État de faire autrement que les 9 mois. En fait, c'est ça le problème. Parce qu'on ne me dira pas que c'est de passer de 9 mois à 12 mois qui va tuer notre État. Ce n'est pas possible. C'est pas crédible. Et donc, la crise de confiance demeure par rapport à ça. Donc moi, pour revenir à votre question, on a juste besoin d'avoir un dialogue social qui fonctionne. Et pour ça, nous sommes tous interpellés, mais surtout les gouvernants. Faire en sorte de regarder l'autre comme quelqu'un qui peut m'aider à améliorer l'action gouvernementale. Et quand vous me regardez comme ça, vous me parlez, je vous donne les conseils qu'il faut, je fais les suggestions qu'il faut. Vous pouvez en tenir compte comme non. Même si vous n'en tenez pas compte, quand ça sort, j'ai le sentiment que on m'a écouté, j'ai contribué, on n'a pas pris ça en compte.
je suis moins frustré. Parce que parfois, il y a simplement des oppositions de principe. Juste pour dire j'existe, je suis là. Et ça, on peut l'éviter facilement. Comme sur le vaccin, par exemple. Comme sur le vaccin, je n'ai pas compris. Comme sur l'exigence qui a été faite par le gouvernement de conditionner l'accès aux services publics à ceux qui sont... Non, même sur ça, on a discuté avec le gouvernement. Même sur ça, après qu'on a discuté avec le gouvernement, et on a fait des propositions. Il y a certaines de nos propositions qui ont été prises en compte, mais que le gouvernement a rattrapé d'une autre façon. Mais toujours est-il que sur cette question, comme sur d'autres, on aurait pu mieux faire en termes donc de discussion et de dialogue. Parce que c'est, vous savez, le mal pour un gouvernant, pour quelqu'un qui est dans une position d'autorité publique, le risque pour lui, c'est de se tromper en pensant qu'il connaît tout mieux que tout le monde. Et ça, on peut juste l'éviter en ayant cette petite ouverture d'esprit pour discuter avec les autres, pour écouter les autres. Parce que, par miracle, parfois, ils vous apportent la lumière pour améliorer concrètement votre gouvernance. Donc, si on est dans un mandat de réforme, parce que c'est ça, en fait, le leitmotiv aujourd'hui, si on est dans un mandat de réforme, vous avez, disons, intérêt en tant que réformateur à éviter autant que possible tout ce qui peut être frein à l'avancée, donc à l'exécution de vos idées qui peuvent être de très belles idées. Mais si vous n'avez pas l'adhésion spontanée des uns et des autres, vous perdez du temps. On peut éviter la perte de temps en ayant juste cette précaution-là, discuter avec les uns et les autres. Donc pour vous, pour toutes les décisions, il faut toujours avoir l'adhésion spontanée des... On n'avancerait pas. On n'avancerait pas. Il y a des choses sur lesquelles, disons, nous n'étions pas d'accord, mais qui sont révélées bonnes par la suite. Ce que je dis là, c'est que sur des choses essentielles, il faut faire en sorte que les gens aient spontanément confiance les uns dans les autres pour éviter que quelqu'un n'agisse pour vous retarder. Mais ça, ce n'est pas compliqué à obtenir. Je prends souvent l'exemple de la gestion de la pandémie. Quand la crise est intervenue, on était tous en mode panique, y compris nous. On avait fait des suggestions au gouvernement pour dire fermez ici, fermez là, fermez, n'ouvrez pas là. Vous avez vu? Finalement, ils ont eu raison, en grande partie sur nous, en ayant géré cette crise avec beaucoup de sérénité, beaucoup de froideur. C'est un exemple de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord et finalement applaudir parce que ça a fonctionné. Si ça n'avait pas fonctionné, on aurait dit oui, on leur a dit de nous écouter, de nous faire ça, ils ne l'ont pas fait. Vous pouvez éviter ça en venant, mettant sur la table ce que vous avez à faire, en expliquant. Quand on comprend, on pousse spontanément, on pousse mieux et vous allez vite, vous en tant qu'autorité. Voilà. Il nous reste une dizaine de minutes pour sortir de ce débat. J'aimerais qu'on finisse sur qu'on revienne qu'on revienne sur nos pas, là où on avait commencé. Il y a toujours eu un procès qui a été fait à ce gouvernement depuis 5 ans de ne pas prendre le social comme priorité. Mais dans le même temps, on parlait de la lisibilité de l'action du chef de l'État. Encore une fois, est-ce que ça ne participe pas d'une certaine logique, non pas de délaisser le social, mais le chef de l'État a toujours considéré que tout est à faire dans notre pays. Les basiques, les plus élémentaires manquent, infrastructures, eau, électricité. Et donc, soit ce sont les chantiers prioritaires, en considérant que tous ces chantiers prioritaires impactent forcément le social, puisque ça améliore les conditions de vie des populations. Pourquoi malgré tout ça, il y a toujours ce petit refrain sur la bouche de tout un chacun qui pointe un peu ce manque de social? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de transfert, on va le dire clairement, puisque là on est dans peut-être l'exemple de cette question de revalorisation salariale peut l'étayer autrement. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de transfert direct fait par l'autorité centrale vers les populations ou bien les catégories de travailleurs qu'on pointe du doigt le social à chaque fois? Sinon,
par définition, par essence, toute action publique contribue, impacte forcément le social, tant que ça améliore les conditions de vie des populations. Comment vous appréhendez ce discours? En fait, nous devons réapprendre notre définition du social. C'est ça, en réalité. On a tendance, tous autant que nous sommes, à considérer que ce qui est social, c'est ce qui tombe dans notre poche directement, ce qui nous impacte individuellement. Et du coup, vous comprenez que quand un gouvernement vient dire « je construis une école, je construis un centre de santé », on ne se sent pas forcément concerné. On se dit donc, le social, c'est pas ça. Donc, la nouvelle pédagogie du gouvernement, la nouvelle manière de faire de ce gouvernement, nous recommande de revoir le contenu que nous donnons au social. Et en tant qu'acteur social, en tant que syndicaliste, si nous, on ne fait pas cet exercice-là, on aura du mal, disons, à être crédible vis-à-vis de non seulement du gouvernement, mais également de nos militants. Nous avons compris, quand le gouvernement a annoncé au cours de sa prestation de serment que le mandat sera hautement social, je me souviens avoir fait un plateau avec quelqu'un où je disais, il faut pas que les gens se donnent trop d'espoir. Le social également, c'est à travers les infrastructures, à travers le projet Arche, c'est également du social. Et lorsque le gouvernement vient dire que ça, c'est du social, est-ce que je suis crédible lorsque je viens contester cela? Je ne suis pas crédible. Donc le social, il est bien présent dans ce budget. Il est présent dans ce budget. Mais il n'est pas présent tel que moi, je le voyais avant, tel que les uns et les autres le voyaient avant. Maintenant, le social également, c'est ça qu'il faut dire au gouvernement, et c'est ça qu'il a compris. Le social, quoi qu'on dise, c'est également le transfert direct à des agents. Quand je suis fonctionnaire de l'État, lorsque je prends mon salaire, j'impacte beaucoup de personnes autour de moi. Le social, c'est le SMIC qu'on augmente parce qu'effectivement, ça au moins, c'est du concret pour les uns et les autres. Donc, je ne conteste pas au gouvernement sa conception du social. Elle est juste, elle est crédible, elle est réaliste. Mais je lui demande de regarder également. Et ça, il a commencé, ça veut dire qu'il n'était pas aveugle. Il avait compris que non seulement on regarde le bien-être commun, mais il faut également regarder le bien-être individuel à des moments donnés pour, disons, motiver les uns et les autres à contribuer, à côté de contribuer à la création de la richesse. Donc moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça, à ce social-là. Mais est-ce que vos syndiqués le comprennent aussi bien? C'est ça que nous continuons d'expliquer à nos camarades. Et je pense que de plus en plus, les gens comprennent. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'annonce du gouvernement par rapport au salaire a créé un espoir, je dirais, un peu surréaliste chez certains qui sont dans des calculs un peu difficiles de mon point de vue. Un cadeau de Noël. Un cadeau de Noël, oui, mais il faut bien entendu se dire que ce cadeau ne peut jamais être à la hauteur des besoins que nous avons, des besoins qui sont créés par l'inflation. Et c'est pour cela que moi, j'ai plaisir à conseiller au gouvernement d'accompagner les mesures en faveur du salaire, de les accompagner d'un bon dispositif efficace de contrôle des prix sur le marché. Sinon, on peut valoriser les salaires et ne pas toucher finalement le pouvoir d'achat. Vous créez la spéculation. La spéculation, elle est déjà là. On ne peut pas laisser jouer complètement la loi du marché. On est dans un pays pauvre. C'est 40% du taux de pauvreté. Donc, dans ce genre de conditions où on a l'informel, la précarité, tout ça, où on n'a pas une protection sociale qui prenne en compte tout le monde, on ne peut pas laisser jouer la loi du marché comme on le laisserait le faire un Américain, un président américain, un président français, etc., etc. Donc, on a besoin de sentir la présence de l'État comme régulateur pour taper du poing sur la table pour des commerçants un peu spéciaux. On a déjà vu le chef de l'État et le gouvernement interdire l'exportation du maïs. Ça a permis rapidement de stabiliser un peu le prix. Il faut agir également sur certains secteurs. Le transport aujourd'hui, c'est de la nivaquine. Tout a explosé. Et dès que le transport augmente, les bonnes dames ajustent les prix, les commerçants ajustent les prix. Et du coup, c'est nous qui payons le prix fort. Donc, on peut obtenir, disons, 200% d'augmentation. Si le propriétaire de ma maison ajuste son prix, je perds tout et donc mon pouvoir d'achat ne va pas évoluer. D'ailleurs, vous parliez de propriétaire de la maison. Normalement, dans ce budget, dans le budget 2022, il y a une certaine exonération des revenus locatifs. Donc, ils n'ont pas
ils n'ont pas forcément à ajuster oui, le prix de leur loyer. C'est quand moi je le sais que je lui fais la remarque, justement. Voilà. Juste pour parler de cette... vous avez parlé du projet, on va finir là-dessus, vous avez évoqué le projet Arche tout à l'heure. Le gouvernement a annoncé pour début 2022 l'opérationnalisation du volet assurance maladie. Est-ce que vous en savez déjà beaucoup plus déjà sur le panier de soins qui a été arrêté? Comment ça va oui. Puisque ça, pour le coup, c'est un gros pas en avant. C'est un très gros pas, hein, en fait. Bon, il faut le dire. Vous savez ce que ça nous fait en tant que père de famille, chef de famille, lorsque vous avez un cas de maladie dans la famille et que vous commencez déjà à penser aux frais d'hôpital, vous êtes complètement désorganisé. Oui. Voilà. Et donc, je pense que tout ce qui est, disons, initiative en faveur d'une assurance, d'une prise en charge sanitaire, est le bienvenu. Hein. Et nous avons toujours dit, le projet H, dans sa conception, c'est un bijou. Dans la conception, quand vous regardez le contenu, et je fais partie de ceux qui avaient conseillé au gouvernement de laisser tomber les autres volets et de commencer à voler les volets les plus urgents qui sont par exemple l'assurance maladie. Vous savez que c'est 4 paquets. Oui, assurance maladie, formation oui. Microcrédit et puis retraite. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans l'assurance maladie. Et il y a eu la période expérimentale où nous avons été associés pour regarder un peu comment les choses se font. Je suis dans un groupe au nom des travailleurs où nous suivons au fur et à mesure ce qui se fait par rapport à l'expérimentation. Et il est question aujourd'hui d'étendre à toutes les communes du Bénin. C'est tant mieux. On peut souhaiter juste que, parce qu'on n'est jamais satisfait, le paquet de soins qui a été... Il y a des choses que moi j'aurais souhaité revoir dedans. Oui, justement, parce que là, c'est peut-être que vous allez me donner je n'ai pas les trucs en tête. Okay, malheureusement, je n'ai pas ça en tête. Je crois qu'il y a besoin d'avoir le document sous les yeux pour vous dire. Mais je crois par exemple que si ces venus sont bons, on a enlevé ce que nous avons de plus en plus aujourd'hui, la crise... Les crises cardiaques, tout ce qui touche... Oui, je crois que ce n'est pas dedans. Ça m'a frappé. Je me suis dit, ça, par exemple, on devrait l'y mettre. Je crois qu'il n'y a pas les types de cancer. Je parle vraiment sous réserve. Les grosses pathologies. Ils ne sont pas dedans. Alors qu'on voit que de plus en plus, notre mode alimentaire, notre mode de vie fait que nous avons souvent ce genre de pathologie aujourd'hui. Donc, j'ai pensé que logiquement, on devrait l'y mettre. Et donc, ça fait partie des échanges que nous pouvons avoir, des suggestions que nous pouvons faire pour que le gouvernement... Mais dans tous les cas, même si c'est, disons, la crise de palu qui est prise en charge entièrement par le projet H dans son volet assurance maladie, c'est déjà un gros pas pour les travailleurs que nous sommes. Il reste juste à souhaiter que le gouvernement puisse imprimer la même rigueur dans, disons, la prestation, les prestations que nous aurons dans les centres de santé, que l'accueil soit présent, que les médicaments soient disponibles et que véritablement, en allant là-bas, qu'on ne se dise pas c'est un peu comme la prise en charge que nous avons en tant qu'agent de l'État, public de l'État dans les hôpitaux, où on vous dit qu'il y a telle chose qui ne sont pas couvertes et finalement vous devez débourser beaucoup d'argent. Voilà. Donc on peut dire que ce volet-là, l'inquiétude de beaucoup de gens également, c'est que comment la péréquation se fera avec ceux du privé, puisque ce n'est pas seulement astreint au public. Oui, c'est vrai. Et je crois que la loi n'est pas encore votée. J'ai cru entendre que ça doit être sous la table de l'Assemblée aujourd'hui. On a besoin de voter la loi pour rendre obligatoire l'assurance maladie. C'est ça qui permet à l'État de prélever chez ceux qui en ont un tout petit peu pour pouvoir faire jouer la solidarité envers toutes les couches du pays. Donc, du coup, lorsque la loi est votée, ça devient un truc officiel où tous les travailleurs, que ce soit du privé ou du public, doivent contribuer pour entretenir donc cette caisse-là qui doit servir à tout le monde. Voilà. Anselme Amoussou, nous sommes pratiquement au bout de cet entretien assez riche. Un dernier mot Oui, juste vous dire que j'ai aimé une dernière botte secrète, peut-être une stratégie pour... Non, je voudrais juste utiliser votre micro et votre caméra pour souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à tous les camarades de la CSA Bénin, à tous les travailleurs en général, et souhaiter que, disons, à nos gouvernants, leur souhaiter le cœur qui permet de réussir toutes les actions que l'on entreprend, même quand on n'est pas compétent,
on réussit son action publique parce qu'on a du cœur, parce que lorsqu'on a du cœur, on se met à la place de l'autre. Et quelqu'un qui se met toujours à la place, ou souvent à la place de l'autre, n'échoue jamais. Ce que je veux souhaiter donc aux uns et aux autres, c'est d'avoir du cœur à l'ouvrage, d'avoir du cœur dans la main et de faire en sorte que notre pays se porte mieux. Voilà, et peut-être un élan de ne pas être à cheval sur la bourse de l'État, de peut-être être un peu plus généreux à votre encontre et à l'encontre des travailleurs. En tout cas, pour les prochaines, pour les négociations. Généreux, je dirais juste, être juste parce qu'on a contribué à préparer le repas. Maintenant, au moment de partager le repas, que notre plat soit consistant, qu'on puisse sentir effectivement que il y a quelque chose dans l'assiette. Voilà. Merci beaucoup, Ansel Amoussou. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Avec vous, nous avons, disons, un peu brassé large. Nous sommes revenus un peu sur les questions d'actualité, cette question de la revalorisation à venir du salaire des travailleurs, des différents aspects sociaux liés à la gouvernance de ce gouvernement. Mesdames et messieurs, en espérant que vous ayez glané ici et là quelques enseignements, nous allons vous souhaiter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.